Bonjour à tous, nous sommes dans le mois du consommant local. Cela occupera une partie de nos échanges pour ce nouveau numéro du décryptage sur Prime News Télévision. Ensuite, nous irons au niveau de l'université d'Abomey-Calavi où on a assisté à la semaine dernière à la suppression des soutenances au niveau de la faculté des lettres, langues, arts et communication. Tout ceci avec notre invité habitué de cette émission, Daniel Dassy. Bonjour à vous. Salut Stan, salut à nos amis auditeurs. Téléspectateurs, internautes aussi, oui, je sais, la radio, ça nous joue des tours aussi. Bien sûr. Allez, ça se comprend. Merci beaucoup, vous êtes journaliste. Nous sommes dans le mois du consommant local qui a démarré depuis le 2 octobre dernier. Quel est votre avis global sur ce concept-là du consommant local? Déjà, il faut saluer les précurseurs de ce concept, hein, parce que tout le temps, nous sommes restés dans la culture des autres d'une manière ou d'une autre. Même si on dit que nous allons faire la promotion de notre culture, bon, nous peinons toujours à décoller. La preuve est que vous et moi, sur ce plateau, nous sommes habillés en tenue française. Ça va bien, non? Tenue française. Quoi qu'on dise, donc quand on commence à dire... on a hérité ça d'une certaine civilisation. Bien sûr, vous avez parfaitement raison. Bon, voilà, oui. Donc, quand on parle du consommer local, je pense que c'est déjà une manière de commencer par éveiller les consciences, de commencer par réveiller les esprits qui dorment. Donc, ça ne serait qu'un concept salué, ça ne serait qu'une manière de dire, voilà, ça y est, désormais, il faut faire les choses autrement. Il faut commencer par faire la promotion de ces petites choses qui viennent de chez nous, que nous ne valorisons pas très souvent. C'est vrai que vous parlez de la non-valorisation de ces choses-là. Il faut rappeler quand même qu'au niveau du mois du consommant local, c'est du 2 au 13 octobre 2024. Hein. Au niveau du site de la place de l'Amazon, il y a une autre exposition aussi au niveau du centre de promotion de l'artisanat aussi. Et au niveau de l'Amazon, justement, il y a quelques chiffres qu'on va évoquer. 250 exposants répartis sur 5 zones thématiques, 2 villages dédiés à l'artisanat, la gastronomie et la culture. Je voudrais qu'on s'apesantisse d'abord sur la gastronomie. On sait que le Bénin a une diversité culinaire très profonde, utilisée par les expatriés. Que faisons-nous pour promouvoir tout ceci? Vous savez, j'aimerais déjà revenir sur la période de la célébration du consommé local. Est-ce que pour vous, sur 365 jours dans une année, que consacre 2 ou 3 semaines au plus, hein, au mois voilà, à la consommation locale, est-ce que pour vous, c'est... Est-ce que c'est bien? Vous jetez la pierre aux autorités? Bon, je ne sais pas. Moi, je jette la pierre à qui que ce soit, mais essayons d'analyser, de creuser la chose pour voir déjà. Si tant est que nous disons que voilà, tout ce qui vient de chez nous devrait être valorisé d'une manière ou d'une autre, et que l'espace que nous réservons pour valoriser ces choses-là est très très restreint, ou bien la période ou l'espace, tout ce que vous voulez, vous convenez avec moi qu'il y a quelque chose qui ne va pas. Maintenant, revenons à votre question. Oui, à la gastronomie. À la gastronomie, vous savez que quelque part, il faut saluer les pas qui ont été, des pas en avant qui ont été effectués. Hein. Vous ne restez pas sans savoir que notre Bomiwo national, désormais... c'est national déjà? C'est national, bon? C'est pas que Qui l'a dit? Mais c'est rentré dans le patrimoine mondial de l'UNESCO, le Bomiwo de Boinkoan, sous le règne du maire Rufino d'Ameda à Boinkoan. Donc aujourd'hui, si le Bomiwo a atteint ce niveau-là, c'est parce qu'à un moment donné, certains ont travaillé. Et lorsque vous mangez le Bomiwo, ce n'est pas la même chose que le Amiwo que la bonne dame vend au bord de la voie. Il y a une différence. Et vous êtes bien, vous vous sentez bien. Vous vous dites, bon, voilà, finalement, voici quelque chose qui me ressemble, que je goûte. Vous voyez un peu? Et quand on quitte là, vous savez que lorsque vous descendez un peu dans les collines, vous allez à Dassazomé ou bien à Savalou et que vous ne mangez pas d'Yampilé avant de revenir à Cotonou, c'est tout comme si vous n'avez pas voyagé. Vous auriez pu rester dans votre Cotonou ici simplement. Vous voyez un peu, il en est de même pour Parakou et consorts. Lorsque vous allez là-bas, il faut goûter le Toubani. Chaque milieu, en réalité, avec voilà, avec sa richesse culinaire. Et c'est déjà heureux que les milieux aujourd'hui ne veuillent pas
abandonner leur culture, leur manière de manger, leur manière de vivre d'une manière ou d'une autre. Parce que quoi qu'on dise, lorsque vous descendez chez moi à Glazoué, la nourriture du soir reste majoritairement la pâte. Vous voyez, ce n'est pas encore du hamburger ou bien du shawarma. Comment vous prononcez même le truc là, Le shawarma. C'est pas encore ça. C'est encore la pâte avec la sauce arachide accompagnée du gombo et du comment, et un peu du crabe et le poisson. Manger trop lourd le soir, c'est pas trop bon pour la santé aussi. Hein. Oui, c'est ce que les gens nutritionnistes, oui. Non, les nutritionnistes c'est ce que les gens disent. Il faut quand on parle de manger aussi, là, ça dépend de l'organisme de chacun. Hein. Ça dépend de l'organisme aussi à prendre du léger le soir. On ne va pas tout le temps oui, c'est un autre débat carrément. D'accord, alors je vous comprends sur la question. On pourrait faire toute une émission sur le consommation local, vraiment, aspect gastronomie, parce qu'on a quand même une diversité chez nous. Est-ce qu'au-delà de ce lancement-là, il ne faudrait pas éduquer les Béninois à la consommation locale? Aujourd'hui, par exemple, on se lève le matin. Quand on propose aux enfants du thé avec tout ce qui va avec et tout ça, ils sont preneurs, mais quand on propose la bouillie simple, ils refusent en fait. Parce que quelque part, il ne faut pas dans l'éducation déjà passer le message pour qu'on grandisse avec. Heureusement que vous parlez d'éducation, c'est une question de programmation. Est-ce que vous, en tant que parent, comment est-ce que vous avez été éduqué concernant tout ce dont vous évoquez? Si votre enfance a été marquée par prendre du thé les matins, vous n'allez pas, c'est presque la même chose que vous allez appliquer à votre progéniture. On peut expliquer aux enfants que oui, il y a le thé, mais chez nous quand même, il y a tel type de bouillie qu'il faut prendre. Vous savez, on dit, il y a un adage qui dit que les conséquences corrigent mieux que les conseils. Lorsque vous êtes là, dire à l'enfant, voilà ce qu'il faut. Il faut déjà commencer par mettre en pratique ce que vous êtes en train de dire à l'enfant. Le papa, lorsqu'il se lève le matin, il prend sa bouillie avec beaucoup de fierté. Lorsque l'enfant voit ça, il ne renfreint pas la mine. Les enfants ont tendance à copier les comportements des parents. Si vous ne le savez pas, c'est ça. Mais lorsque, bon, voilà, vous êtes heureux en prenant de votre thé avec omelette et tout, et vous vous dites que c'est ça la réalité pour l'enfant. Café avec du Milo. Voilà, pour l'enfant, c'est que c'est ça. Le jour où vous allez lui proposer de la bouillie, non, il ne prendra pas. Et c'est pas ce jour où vous allez commencer par crier, ouais, ça là, c'est de chez nous, hein, c'est pas parce que tu viens à Cotonou, hein, sinon si tu vas au village, c'est ce que les gens prennent là-bas, hein, mais l'enfant va vous refuser. Il va vous abandonner dans votre histoire là. Donc il faut déjà commencer par lui dire, ici, nous sommes sur une terre africaine. Voici les réalités chez nous. Je suis d'Abomey. Et à Abomey, voilà comment ça se passe. Lorsque vous vous réveillez le matin, au lieu normalement, le thé, ce n'est pas de chez nous. C'est des trucs importés. Il faut prendre un peu de bouillie et vous-même vous prenez la bouillie avec l'enfant. Lorsque vous commencez, il ne faut pas le dire uniquement, il faut en donner l'exemple. Il faut donner l'exemple. Et à un moment donné, bon, moi je ne vais pas dire de passer à la répression, mais ça a été le cas chez moi par exemple. Parce que moi j'ai tout le temps vécu en ville. Et quand ma maman m'a amené au village, je ne savais pas manger igname pilé. Donc quand on fait igname pilé, moi je préfère toujours manger igname là. Et mon grand-père un jour a dit, mais c'est quel type d'enfant ça? Tous les enfants de la cour mangent igname pilé. Lui, il dit qu'il ne va pas prendre et que c'est igname là avec frites. Lui, avec omelette, lui il va prendre. Mais il a commencé par chercher des chicottes pour dire, chez vous là-bas, ce que vous faites en ville là-bas, ça ne vient pas ici. Et c'est comme ça que j'ai commencé par manger igname pilé. Et avec le temps, mais je me rends compte que igname pilé était mieux que igname. Donc, du thé, en réalité, est-ce que la bouillie du mil ou bien la bouillie de soja, est-ce que c'est pas mieux, mieux que du thé? Et c'est beaucoup plus consistant. Hein, ça oui, mais malheureusement ou heureusement, on se dit, mais lorsque vous prenez ça, c'est des pauvres. On nous a même jusqu'à aller mettre dans nos têtes que prendre la bouillie, c'est pour les malades. C'est pour prendre des médicaments. Pour prendre la bouillie. Quand on est disposé comprendre. Voilà. Alors qu'en réalité, ce n'est pas cela. Ça veut dire qu'il faut corriger les mentalités aussi. C'est ça. Alors, ce que vous dites, c'est quand même assez pertinent, tant dans l'éducation de nos enfants qui sont en train de grandir, qui nous voient,
il faudrait qu'on leur donne l'exemple. Bien sûr. On peut déjà à la maison... Commencer par corriger ce que nous-mêmes on fait, faisons et qui n'est pas bien. On peut à la maison ne pas faire du thé les matins. On peut exclure le thé carrément. Moi, je connais des familles qui excluent le thé dans le petit déjeuner. Il y a même d'autres familles dans lesquelles le matin, c'est la pâte recyclée. On appelle wakoli. Oui, qui a disparu, qui a disparu, mais que certains ont disparaître. ramené, oui. Si vous prenez la pâte la veille et qu'il en reste, on chauffe ça le matin. Les enfants prennent ça, ils n'ont pas le choix. Donc, il faut que quelque part, cela révèle les habitudes. Et ça n'a rien à voir avec la pauvreté. Les gens ont de l'argent, mais ils éduquent leurs enfants d'une certaine façon. Maintenant, parlons aussi des politiques. Daniel Dassy, on sait que vous et moi, on suit quand même l'actualité au niveau institutionnel, les lancements officiels de ci ou ça, les colloques, on participe à certains séminaires. Ou quand on vous héberge le matin, on vous propose du thé. Vous n'avez même pas... Est-ce que vous avez le choix? Voilà, on vous propose du thé, après on vous propose autre chose, on vous propose même des choses que vous ne maîtrisez même pas et tout ça. Du shawarma avec un contenu qui vient d'ailleurs et tout ça. Donc, est-ce que quelque part aussi, au niveau des grandes réunions, les colloques, les séminaires, il ne faudrait pas que les politiques aussi nous aident dans la promotion du consommant local côté gastronomie? Merci beaucoup. Moi, je pense que les autorités béninoises ont compris un peu la question parce que je vais vous surprendre, j'ai été à une réunion, ou bien au lancement de la réouverture de l'Expo Art. Art du Bénin d'hier, d'aujourd'hui, de la révélation, voilà, de la restitution à la révélation. Ils ont proposé quoi? Voilà. Et sur les dégustations, j'ai été heureux de constater qu'il y avait du tchakparo. Qui n'était pas servi dans de bols simples, dans des calebasses. J'étais très heureux de voir ça le jour-là. Je me dis, jusqu'à la présidence de la République, c'est-à-dire la promotion est allée à ce niveau-là. C'est des exemples. C'est des exemples. C'est pas tout le temps qu'ils proposent ça. C'est pas tout le temps qu'ils proposent ça. Et j'ai déjà participé à des colloques où, à la pause café, on nous propose du tapioca avec du arachide. Donc, il faut déjà saluer ce type de comportement. Donc, parlant de mais il faut que ça s'élargisse, tout le monde ne le fait pas. Oui. Si déjà ceux-là, il faut que ça commence quelque part. Hier, par exemple, moi, je ne voyais pas trop ça. Moi, j'ai commencé par ouvrir les activités, les colloques, les ateliers il y a très longtemps, mais je n'ai pas l'habitude de rencontrer. Mais depuis un moment, on en rencontre. Et on est fiers. Donc, on se dit quelque part, il y a un travail qui se fait et il faut que le travail se poursuive pour que demain, qu'on arrive à généraliser la chose d'une manière ou d'une autre. Vous voyez déjà au niveau des écoles, au niveau des cantines scolaires, on fait de la bouillie de soja aux enfants. C'est déjà une politique de la promotion du consommé local. Donc, je pense que les autorités à divers niveaux savent qu'il faut faire la promotion de ce qui vient de chez nous. Sinon, avec le temps, on risque d'aller vers la perdition. Tout à fait. Je salue également cette politique qui se mène aujourd'hui, pas pour faire de la promotion de la GDZ, mais je pense que le consommé local est en action au niveau de cette zone de GDZ. Oui. D'accord, c'est vrai que, toujours parlant du consommé local, il y a plusieurs variantes. Quand on va écumer, c'est vrai, on n'aura pas ce temps, on y reviendra peut-être après. Quand on prend le riz de chez nous, on a longtemps inculqué dans nos mémoires que c'est le riz parfumé qui est le bon, qui est de meilleure qualité, on va le dire comme ça. Oui. À partir de certains moments, sinon avant c'était pas ça. Voilà. Et les nutritionnistes nous révèlent que le riz produit chez nous est 1000 fois plus vitaminé que le riz qui vient d'ailleurs. Parce que le riz... Aujourd'hui, par exemple, si vous invitez quelqu'un, que ce soit, je sais pas, votre parent, votre chéri ou votre femme et tout ça, si vous préparez les deux qualités de riz, il va préférer l'autre. Le riz parfumé, on estime que bon, ça sent bon, ça fait ci ou ça. Alors donc, dans l'éducation, comment restituer la vérité pour qu'on en sache? Parce que non seulement en consommant le riz parfumé, on enrichit tous les pays asiatiques qui sont dans cette production, la Chine, le Japon et autres, et que sais-je encore. Et en délaissant le riz de chez nous, on appauvrit les agriculteurs, les producteurs locaux. Votre avis? Vous savez, je pense que les nutritionnistes, diététistes ont du pain sur la planche, du moins parce qu'il faut déjà commencer, vous avez commencé par l'évoquer. Le riz de chez nous, c'est le meilleur riz.
que normalement nous devrons consommer. Peut-être qu'il faut le travailler un peu. Les riz que nous appelons du riz parfumé, Et les riz importés, les riz importés, c'est parce que ça a suivi une certaine transformation. Que à un moment donné, vous sentez voilà, que c'est bon lorsqu'on commence à déguster. Tout. Sauf qu'au bout de cette transformation, il y a beaucoup de substances, voilà, qui partent. Mais chez nous ici, d'abord le riz que nous produisons, c'est dans quelles conditions nous produisons ces riz-là. Et lorsque nous arrivons quand même à les retrouver au marché, vous ne restez pas sans savoir que jusqu'à un passé récent, je ne sais pas si ça continue, mais ça coûtait un peu plus cher que les riz importés. Mais c'est pas pour ça qu'il faut... Oui, vous savez que tout ce qui est déjà transformation locale coûte un peu plus cher que ce que les gens importent d'une manière. Oui, mais ça a changé parce qu'aujourd'hui, les riz importés coûtent 2-3 fois plus cher que ce qu'il y a chez nous. Et vous savez que les riz de chez nous ont commencé par disparaître du marché. Je ne sais pas. Moi, combien de fois vous arrivez quand même à retrouver ces riz-là typiques ici à Cotonou, à moins que vous voyagez dans les zones un peu reculées, que dans ces zones-là, vous pouvez retrouver ces riz-là. Vous savez que quand on était encore plus jeunes, ces riz-là, vous les mettez dans un plateau et vous triez le riz. Il y avait les charançons et tout ça. Et pour trier le riz. On avait cette habitude-là. Ça nous amusait. Oui, et c'était bien. Tu étais content de mais ça a disparu aujourd'hui. Ça a disparu. On ne plus les charançons. Pas du tout. On met le riz parfumé. Le riz parfumé. Directement dans la marmite et puis on pense qu'on est en train de manger. Il y a aussi un mythe qu'il faut déconstruire. Oui, lequel? Quand on pense que manger le riz de chez nous, c'est complexe d'infériorité. Tout à fait. Il faut déconstruire ce mythe-là. Manger le riz de chez nous, c'est manger bien. On estime que c'est pour les pauvres. Non, c'est pas pour les pauvres. Et heureusement, vous aurez constaté que ces pauvres dont vous parlez vivent mieux, vivent longtemps. Que nous qui nous réclamons dans une classe élitiste qui ne dit pas son nom. Vous voyez un peu, lorsque vous faites le riz parfumé et votre étranger vient, il goûte, lui-même il est content, il est d'accord. Et il y a une fois, j'étais allé voir ma maman et elle a fait un riz là. Et elle servait ça à un monsieur, c'était quand même un monsieur d'une classe un peu élevée. Et elle se lamentait, elle fait le riz que j'ai préparé là, qui ne pouvait pas servir ça au monsieur. Elle était complexée. Elle était très complexée. Donc le monsieur est arrivé, elle est allée le voir pour lui dire voilà le riz que j'ai fait chez moi, est-ce que je peux vous servir? Le monsieur a dit oui. Elle a servi. Le gars finit de manger, il dit hey, maman, le riz que vous venez de me servir là, pour vous dire vrai, c'est ça que je prépare chez moi à la maison. Mais elle était très contente d'apprendre ça, que elle, pauvre, le riz qu'elle mange, il y a un riche qui met ça chez lui. Elle était très contente. Quand elle me racontait l'histoire, moi j'étais tranquille, et je l'observais. Parce que, bien évidemment, elle va se dire le jour, elle va arriver chez moi, qu'elle va manger du riz parfumé. Mais malheureusement pour elle, c'est le riz local. Elle va prendre parce que moi, je voyage beaucoup. Et à chaque fois que je reviens d'un voyage, j'achète toujours quelque chose local que je ramène à Cotonou. Et c'est ça que je consomme chez moi. Peut-être je vais vous surprendre. J'ai toujours préféré boire l'eau de pluie. Tout à fait. Quand il pleut, mais moi je dis à ma femme rapidement, va mettre ce truc-là. Il faut attendre quelques 10 minutes passées, le temps que les saletés la passent. Va mettre de bassine, on va recueillir. Et on recueille et après on peut mettre un peu de aquatable, un peu de produit pour éliminer les déchets. Et puis on boit. Et quand la pluie cesse, moi je te dis, mais conserve-moi l'eau là. S'il te plaît, ne bois pas ça en désordre. Sinon, on ne va pas être d'accord ici dans cette maison. C'est pour dire en fait qu'il faut promouvoir les choses de chez nous. Bien sûr. Et vous avez souligné un aspect qui est quand même assez fondamental. Ceux qui sont restés au village ont vécu pendant longtemps. Les gens bien avaient sûr. 100 ans, 110 bien ans, sûr. 120 ans. Aujourd'hui, les jeunes meurent dans la trentaine, 25 ans, 32, 50 ans. Quand quelqu'un a 60 ans, on dit il a trop fait. Voilà. Or, c'est notre habitude alimentaire qui nous pousse dans la tombe. Il faut avoir le courage de le dire. D'accord. Toute cette émission ne suffirait pas pour en parler. Non, pas du tout. C'est une éternité. Il y a aussi l'aspect des tenues que vous évoquiez en début d'émission. Voilà, il y a quand même la vice-présidente de la République qu'on va saluer au passage. La marque déposée du paille tissé. Justement, qui a décidé dans tous ses voyages, en privé comme en public,
d'arborer le tissu, le pain tissé de chez nous. Et donc, je pense que c'est des exemples assez intéressant. Oui. C'est assez intéressant. Madame Mariam Chabit Talata, qui fait notre fierté, qu'elle soit en Chine ou en Europe, Pain elle tissé. aborde toujours le pain tissé. tissé. Donc, c'est des exemples à suivre à ce niveau-là de l'État, que d'être tout le temps en costume. Il ne faut pas oublier le président Vlagono non plus qui est toujours tenu tradit. Partout il passe. Voilà. Partout il passe. Donc ça, ce sont des exemples qu'il faut valoriser. Rapidement, faisons un tour sur le campus d'Agoué. Mais chez nous, il faut déjà dire que chez nous ici, les vendredis, on a décidé de porter du local. Je ne sais pas ce que vous portez dans votre administration. Chez vous ici, ce n'est pas ce que vous portez. C'est du local triché en fait. C'est du local triché. Mais c'est déjà bien de comprendre que dès que je porte costume cravate du lundi jusqu'au jeudi, le vendredi, il faut que je mette du bomba. Il faut être un peu plus relax. Et je suis très heureux de constater ça quand je vais dans les banques. Avant, ça n'existait pas. Quand je vais dans les banques aujourd'hui et je vois la dame qui doit me servir, elle est en bomba, je dis mais je suis content. Avant c'était costume cravate et tout. Et il y a d'autres institutions qui ont compris, d'autres entreprises qui confectionnent même des pains à l'effigie de leur entreprise. Et les employés ou les collaborateurs portent ça. Mais pourquoi ne pas le faire justement en début de semaine? Pourquoi ne pas inverser la tendance? Non, nous vivons toujours dans le système européen d'une manière ou d'une autre. La preuve est que vous et moi sur ce plateau, nous parlons la langue française, la langue du colon. Donc, si on est déjà formaté, on est déjà dans cette moule d'une manière ou d'une autre, nous ne pouvons que faire comme eux. Le lundi, il faut être... Heureusement, aujourd'hui, je suis un peu décontracté. Sinon, le lundi, c'est costume cravate. Tout à fait. C'est costume cravate. Mais il faut avouer une chose, parfois, ça... Seulement que je vous rejoins là, le sujet que vous évoquez, si on peut porter ça en 2 jours, non, pas forcément en début de semaine, mais en 2 jours dans la semaine, c'est-à-dire jeudi, vendredi. À ce vendredi seul là, ça ne nous suffit pas. Tu as beaucoup d'habits là, tu veux porter ça au cours de l'année. On n'arrive pas à tout porter avant la fin de l'année. Ah oui, ça, c'est ça. C'est vrai. Surtout quand on a des préférences. Oui, tout à fait, tout à fait. En tout cas, ça a commencé, gageons que cela continue. Ça va continuer. Si vous et moi, nous évoquons déjà ça au cours de nos entretiens, d'autres oreilles vont entendre et ça va continuer. Voilà. Et il y a des gens aussi, je les connais, quand ils sont dans leur bomba, c'est très bon. Hein. Mais quand ils sont en costume cravate, franchement, quand je suis en bomba, je suis très très à l'aise et je parle bien. Quand je marche dans la société, je me sens fier, je me sens roi. D'accord. Est-ce que les étudiants à l'UAC sont fiers? Je ne sais pas, du moins ceux de la faculté des lettres, langue, art et communication, la FLAC comme on aime à l'appeler. Anciennement c'était la Flash, après ça a changé tout ça. Aujourd'hui il n'y a plus de soutenance. Le doyen de cette faculté a dit non, désormais il faudra passer à autre chose. Votre regard déjà sur cette actualité? Mais ça ne serait que salutaire pour quelqu'un qui s'était échiné, a fait la licence dans ce département il y a de cela 10 ans environ. Je me souviendrai. Bien sûr, on prend de l'âge. J'ai fait la licence au niveau de ce département quand c'était un peu flash. Et à l'époque, la soutenance posait du casse-tête pour moi. C'était la croix et la on avait déjà fini la 3e année. On avait déjà fini, on devrait déjà aller sur le terrain. Moi, j'étais déjà sur le terrain. Je travaillais déjà. Mais même en travaillant, tu te souviens que je n'ai pas encore validé. Il y a une licence qui m'attend derrière. Et ça m'embêtait, ça me mettait tellement mal à l'aise que je disais, mais si les gens peuvent mettre une croix sur cette affaire-là, ça marchait. Parce que vous savez qu'avant nous, les gens faisaient la maîtrise. Tout à fait. Parce que la licence, on ne soutenait pas. Et leur maîtrise aussi ne soutenait pas. C'est avec un rapport. Et puis c'est terminé. Et c'est encore valorisé que cette affaire de licence où il faut porter le costume cravate, se mettre devant un jury et parfois si vous n'êtes pas même habitué à communiquer devant un auditoire aussi élevé, vous trébuchez et finalement vous n'avez même pas vous n'avez même pas de bonne note. Vous voyez, aujourd'hui vous faites votre rapport, vous déposez. C'est une décision totalement salutaire. Le jour où j'ai lu ça, j'ai dit je vais bien dormir cette nuit. Pour te dire vrai, j'ai dit je vais bien dormir cette nuit. Ça, franchement, c'est bien
est très très bien. Il faut finir avec ces histoires de... D'abord, il y a trop de paperasse au niveau de ces administrations-là. Parce que moi, quand j'ai fini ma soutenance, on m'a demandé de venir déposer 3 exemplaires. Je ne sais pas ce que ça fout là-bas. Encore, et je ne sais même pas si les suggestions que nous faisons à la fin de nos soutenances, ces suggestions-là, font quelque chose dans la nature. Parce que jusqu'à présent, moi, les suggestions que j'ai eu à faire depuis 10 ans, je ne vois aucune application dans la vie actuelle. Vous voyez, donc moi je me dis, ce n'est que justice faite. D'accord, il y a que le monsieur Vincent à Tabavik, c'est lui qui est le doyen de cette faculté-là. Il a rappelé que tous les autres étudiants qui s'étant vus attribuer un sujet et un directeur de mémoire n'ont pas encore fini de rédiger le document de recherche, doivent le faire dans les conditions requises et transmettre leur dossier de soutenance au plus tard le 31 décembre au secrétariat de leur département respectif. Mais à noter justement que à partir de ce moment, à partir de la date de signature de ce communiqué, eh bien, les soutenances n'existent plus et sont supprimées. Est-ce qu'il ne faudrait pas élargir une telle décision aux autres facultés? Vous l'avez rappelé tout à l'heure. Nous, à notre époque, avant nous, il y avait les soutenances en faculté de droit. Après, ils ont suspendu ça. Donc, nous, on a fini tranquille. Bon, on a fini, on n'a même pas perdu de temps. Tu vois, vous étiez heureux. Oui, on a fini. Vous passez en 4e année. Moi, il y a des amis qui n'ont pas soutenu jusqu'à aujourd'hui. Justement. Ils ont même abandonné carrément. Oui, parce que ça cause quand même d'énormes problèmes. Parfois, les maîtres de mémoire sont en voyage, ils ne sont pas disponibles, ils ne lisent pas tout le document. Moi, je pourrais même compter le nombre de fois que j'avais rencontré mon maître de mémoire. C'est son assistant qui l'a mis à ma disposition. C'est avec lui que j'ai pratiquement travaillé du début jusqu'à la fin. Est-ce qu'il ne faudrait pas élargir cette décision aux autres entités de l'université? Pour qu'on soit quitte. Les enfants, bon, oui, les jeunes, ils arrivent en 3e année, ils finissent, ils passent en 4e année s'ils veulent, ou bien ils vont faire quelque chose. Non, il n'y a même pas s'ils veulent, ils ne passent plus en 4e année. Ça s'arrête. Bon, si ça arrête en licence, rendez-vous pour le master, et puis c'est fini, vous déposez votre rapport à bonne date, votre diplôme est validé, et puis c'est fini. Moi, ça m'a toujours causé de problèmes. Et ça perd du temps aussi. Ça perd du temps. Ça perd du temps. Et l'autre chose, il y a même déjà trop de plagiat. C'est-à-dire, qu'est-ce que les étudiants vont dire devant les jurys aujourd'hui, qui n'avaient pas encore été évoqués. Parfois, il y en a qui prennent les mémoires de leurs aînés. Et ils glissent quelques 2 ou 3 phrases dedans. Et le gars a dit qu'il a produit une mémoire. Il vient présenter ça comme ça. Le jury dit, ce que tu as fait, ce n'est pas bien. Et il se fâche. Hein? Il faut... Le rapport, c'est 15 pages précises. Ni plus ni moins. C'est déjà bien pour valider sa licence. Sa licence, bon, c'est aussi un autre débat. Qu'est-ce que la licence vaut aujourd'hui? Aujourd'hui, là encore, c'est une autre question. C'est un autre débat carrément. On a beaucoup de jeunes diplômés, beaucoup de gens qui ont la licence, qui sont sur le terrain, qui ne servent à rien, qui ne valent rien et qui ne font rien. Ils n'ont pas de l'argent, ils sont pauvres, ils sont à la maison avec les parents, ils bouffent la nourriture des parents gratuitement. Ouais. Daniel, vous êtes un peu plus sévère aujourd'hui envers nos jeunes. Non. Mais bon, il fallait le dire aussi. Il fallait le dire. Merci beaucoup. Je vous en prie. On va s'en arrêter là. Merci beaucoup. Ouais, c'est un débat sur lequel on reviendra parce qu'il y a assez d'aspects sur lesquels on pourra. À chaque fois que je suis disponible, vous le faites. Oui, c'est ça. Voilà, c'est avec plaisir. Je vais poser une thématique pour relancer le débat, histoire d'y revenir. C'est que les parents dépensent des millions pour l'année académique, pour les 3 ans déjà, bien sûr, pour la soutenance, la tenue que portera et l'enfant est à la maison. Et l'enfant maintenant revient à la maison. Il est à la maison. Et voilà, il est sur TikTok tout le temps, il est sur WhatsApp, il cause avec il est là, et surtout les filles, elles sont là à twerker. Elles sont là. Elles n'ont rien dans la tête, même Makassa là, au niveau de ces là, je pense. Mais parfois elles ont des perruques, de belles perruques sur la tête, vous non? Non, elles exhibent ça. Et parfois elles vont emprunter, c'est pas pour elles. Ah ouais. Ouais. Et c'est des gens qui n'ont rien dans la tête. Il ne faut pas les suivre. Mais elles ont soutenu les petites filles de TikTok, elles ont soutenu la licence. Ouais, peut-être que les parents les ont obligées à le faire. Elles ont fini. Bon, voilà. Elles ne s'en soucient plus que de rien. Et il y a aussi le phénomène, ce que les devanciers ou bien qui, je ne sais pas, les pseudo-influenceurs font sur TikTok, qui influencent négativement ces enfants-là, qui ont fini leur formation, mais qui ne savent pas qu'il faut aller faire peut-être des stages de perfectionnement, continuer à être autodidacte et faire quelque chose
pour valoriser leur diplôme et valoriser rehausser leur famille d'une manière ou d'une autre, ou défendre Daniel, merci. leur On famille d'une n'ira manière pas ou plus d'une autre. loin que ça. C'est assez enrichissant ce débat, je rappelle, qui a plusieurs facettes à écumer pour pouvoir on va y revenir. l'attention des jeunes. C'est passionnant, hein, ces sujets qui intéressent la jeunesse aujourd'hui. Mesdames et messieurs, ce sera tout. Merci de nous avoir suivis. À demain.